Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nos amis des réseaux sociaux, bonjour l'Afrique, votre émission avec Bob et Baka. Je reçois pour la première fois dans cette émission Modeste Boukadia. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Monsieur le Président, je vais être direct, ma première question. Effectivement, vous avez eu 28 prisonniers qu'on avait arrêtés au Congo. Aujourd'hui, il en reste 14. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme nouvelles pour ces prisonniers, Monsieur le Président? D'abord, je voudrais vous dire, c'est un plaisir partagé d'être dans cette émission. Concernant les 28 prisonniers, plus précisément les 14 otages dont je n'ai pas de nouvelles, puisque, comme vous le savez, les Nations Unies avaient émis, par le biais du groupe de travail sur la détention arbitraire, un avis exécutoire ayant comme finalité un non-lieu international qui aurait dû être validé par un non-lieu national pour que ces 14 pères de famille soient remis en liberté et indemnisés conformément aux dispositions des Nations Unies. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas de ces nouvelles, puisque le gouvernement du régime Sassou a déclaré que M. Sassou ne reconnaissait pas la compétence des Nations Unies. Donc je ne peux pas vous donner des nouvelles de ces personnes. Je ne sais pas si elles sont encore en vie, mais si elles étaient en vie, je suis sûr. Mais comme vous êtes des médias, vous pouvez aller enquêter pour savoir si effectivement ils sont en vie. Monsieur le Président, nous allons revenir sur l'actualité. Je me rappelle de vos discours entre 2009 et 2010. Vous avez appelé à un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, le président Sassou parle d'un référendum. Si vous appelez aujourd'hui pour un gouvernement d'union nationale, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous savez, monsieur, d'abord, quand j'ai appelé à l'époque, depuis 2009, à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale entre le Nord et le Sud, c'était pour apaiser, c'était pour prévenir ce qui devait arriver. Malheureusement, je n'ai pas été écouté et au cours de mes interventions, j'avais bien dit que si jamais le régime de M. Sassou venait à modifier ou à changer la Constitution, nous arriverons naturellement à deux États. Un État du Sud Congo, qui est de juré, c'est-à-dire qui siège actuellement aux Nations Unies, puisque vous le savez que le 28 novembre 1958, les députés du Nord, conduits par le MSA du président Jacques Opango, avaient boycotté leur propre signature, donc n'avaient pas signé l'acte de déclaration de la République du Congo. Et l'État du Nord, que je qualifie de facto parce que cet État du Nord est issu d'un coup d'État, celui du 5 juin 1997. Donc d'ailleurs, les membres, le commandement militaire et civil étant constitué à 98% par les ressortissants de la partie nord du pays. Ce qui montre bien le caractère de facto de cette République du Nord-Congo, que je qualifie volontiers de la République populaire du Nord-Congo, parce qu'à chaque déplacement de M. Sassou, il est accueilli par le drapeau rouge, qui était le drapeau de la République populaire du Congo que M. Sassou, au cours de la conférence, de manière solennelle, avait retiré pour le remplacer par le drapeau de la République du Congo. Or, aujourd'hui, force est de constater que le drapeau vert, jaune, rouge n'a plus lieu dans les cérémonies officielles de M. Sassou. Donc, il a repris le drapeau rouge. Voilà pourquoi je dis que la convocation, comme vous le disiez tout à l'heure,
du référendum du 25 octobre prochain valide la mise en place des deux États du Congo. C'est-à-dire la République Congo, avec le drapeau que vous connaissez, le rouge, le blanc, avec un triangle jaune, et les armoiries, et le drapeau rouge de la République populaire du Nord Congo, que vous connaissez avec les palmes, là-haut et ainsi de suite, du côté de la hampe, et enfin le drapeau vert, jaune, rouge qui devient le drapeau fédéral. Mais Monsieur le Président, quand vous parlez du drapeau rouge, ça c'est pas le drapeau du PCT qui a été inventé par le président Ngouabi, si je ne me trompe pas? Non, ce n'est pas le drapeau du PCT, c'était le drapeau du PCT qui était devenu le drapeau de la République populaire du Congo. Dès lors où il y a eu la conférence nationale à partir de février 1991, et qu'à la fin de la conférence nationale, je crois le 25 juin 1991, au cours d'une cérémonie officielle, le président Sassou a descendu le drapeau rouge de la République populaire du Congo pour le mettre aux archives et a fait monter le drapeau vert, jaune, rouge pour consacrer la fin de la République populaire du Congo pour retomber dans la République du Congo de juré, c'est-à-dire la République signée, donc déclarée par les députés de l'UDDA et le député du PPC. Avant de revenir sur les événements actuels, Monsieur le Président, la conférence nationale, vous étiez un acteur actif. Je me rends compte, pour nous qui étions jeunes à cette époque, vous vous êtes tous retrouvés à la fin en train de laver les mains. 20 ans après, nous revenons sur ce même problème. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? D'abord, je voudrais vous dire que moi, j'ai planté l'arbre, oui. Mais je ne me suis pas lavé les mains parce qu'il n'était pas sale. Elle n'était pas sale, elle n'était pas souillée. Et évidemment, ça veut dire, en fait, il y a eu confusion de culture. Le président de la conférence nationale, Monseigneur Ernest Nkombo, qui est décédé, donc, avait confondu de culture. Il pensait que dans la culture Mboshi, que cette cérémonie de lavement de mains qui est usitée dans la culture Congo, lorsqu'on lave les mains, ça veut dire qu'on ne revient plus jamais en arrière. On construit une nouvelle relation. Or, dans la culture Mboshi, ce symbole-là n'existe pas. Donc, que ce soit M. Sassou, M. Yombi et consorts, quand ils ont lavé les mains, pour eux, ça n'avait aucun sens. Ils avaient fait plaisir au président de la conférence nationale. C'est pour ça que nous sommes encore en train de nous chercher. Monsieur le Président, je vais revenir sur les événements actuels. Nous sommes à 6 jours, l'opposition a donné l'ultimatum au président de la République pour le 19 octobre, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Écoutez, je ne sais pas quel est ce type d'ultimatum. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une guerre au Congo. On donne les ultimatums quand il y a des guerres. C'est bien beau de commencer à mettre les gens dans la rue. Hein? Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en tout cas, en tant que Congo, nous déplorons les 750 000 Congos qui manquent. Nous déplorons les 500 jeunes gens qu'on a tués, qu'on a mis vivants dans le conteneur. D'autres, on a creusé des trous, on les a aspergés d'essence, on les a brûlés. Nous déplorons ça. Vous pensez que pour régler le problème du Congo, il faut encore envoyer à la mort des jeunes? Qui va construire ce pays? Non, je crois qu'il y a une façon de faire. Nous nous disons, peu importe, admettons que l'opposition veuille mettre
les gens dans la rue. Et après que le régime se sentant menacé tire sur la population. Ils vont renverser Sassou pour faire quoi? Comment vont-ils faire pour normaliser la vie publique? Comment vont-ils faire pour normaliser la vie sociale? Comment vont-ils faire pour changer les 98% du commandement militaire et civil? Ce n'est pas le fait de mettre les gens dans... Non, je crois que la solution... je sais que les gens ont peur. Les gens se disent, mais nous avons de la richesse, on a amassé, comment va... Demain, qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, c'est un sentiment de protection qu'ils ont, qu'il faut comprendre. C'est pour ça que nous proposons, pour la quiétude de tout le monde, qu'il y ait un État du Sud-Congo, comme nous avons dit, que si le PCT lance le projet de constitution, nous lançons l'autodétermination. Et je crois que c'est là où les intellectuels doivent expliquer aux populations du Nord de ne pas avoir peur de l'autodétermination, de la création de la République Congo, de l'État du Sud-Congo. Parce que c'est la solution humaniste, humaine, qui permettra de sauver les vies humaines, tant dans le nord du Congo que dans le sud du Congo, parce que les bourreaux et les victimes s'observent. Si jamais, à partir du 19, il y a un éclatement de violence, on ne saura pas le contenir, parce que chacun pourra se venger. Mais par contre, si c'est dans la tranquillité que ça va se faire, ce dont je doute, c'est pour ça que je propose la solution la plus équitable, tant pour le pouvoir finissant, que pour l'opposition qui attend en découdre avec M. Sassou pour prendre sa place, au lieu de penser au pays, c'est de nommer, c'est d'exiger un médiateur international, parce que ce médiateur international non seulement va protéger et la population, et les opposants, et le régime en place, mais en même temps, le médiateur international, sous l'égide de l'ONU, permettra d'avoir les outils indispensables pour assurer la paix de tous. Monsieur le Président, j'ai suivi Ndia Mathias la dernière fois qui a appelé à l'union nationale de toute l'opposition. Pourquoi vous ne regagnez pas l'opposition, Monsieur le Président? Avec les Ndia Mathias, les Tatima Biala, les Okombi Salissa. Mais écoutez, non, vous n'allez pas me dire ça. Moi, j'ai appelé M. Mathias Nzan. Je l'ai appelé à Brazzaville, et quand il est venu en France, je l'ai appelé. J'attends toujours son appel. Il m'avait dit, ah Modeste, d'accord, ok, bon, là je vais avoir une réunion avec les amis de la GNLF, de la Grande Loge de France. Dès que je sors là-bas, je t'appelle. J'attends toujours son appel. Moi, je suis ouvert. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans Paris? On dit tout sauf Boukadia. Et pourtant, en discutant avec vous, je me rends compte que M. Boukadia, vous êtes un homme ouvert. Vous savez, je ne sais pas. Il faut aller demander cette question à ceux qui disent tout sauf Boukadia. Non. Vous savez, les gens, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Hein, il y a certaines choses qui se disent, ou alors... je préférerais prendre une formule bien connue, on ne prête qu'aux riches. Voilà, non, tout sauf Boukadia, parce que je suis pour la paix. Peut-être parce que je n'ai jamais été d'un côté comme de l'autre. Et les gens ont peur pas de cette neutralité, mais parce que j'engage le Congo vers le futur. J'engage le Congo pour que cet héritage
que nous avons reçu de nos pères fondateurs, nous le léguons avec de la plus-value aux générations futures. Moi, je fais la politique pour tracer la route des jeunes qui prennent cette voie-là, pour la baliser. Je fais de la politique parce que je veux créer de l'emploi. Je fais de la politique formatée par l'esprit démocratique, formatée par le respect des droits de l'homme. C'est vers cette destinée que j'appelle tout le monde. J'appelle les jeunes de ne pas se laisser influencer. Parce que c'est ici et maintenant que nous devons construire le pays, le Congo de demain. C'est tout le monde qui doit participer à la construction de ce pays. C'est facile de casser, mais c'est difficile de construire. C'est pour ça que j'appelle les jeunes à être responsables pour ce qui va arriver demain. Les jeunes ne doivent pas être l'instrument de la destruction. Les jeunes doivent être ceux des acteurs qui vont construire demain. En particulier, j'adresse à la diaspora. Ils ont vécu une expérience extraordinaire en sortant du pays. Ils sont donc ouverts à plusieurs solutions, à plusieurs initiatives. Et ils ont la possibilité d'entraîner le Congo vers un autre ailleurs, afin d'aller aider les jeunes qui sont restés au pays, qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu voir d'autres cultures. C'est à la diaspora d'être responsable de ce que demain, de ce que le Congo va devenir demain. La diaspora aura une lourde responsabilité si elle ne s'assume pas en tant que force novatrice. Mais Monsieur le Président, en parlant de la diaspora, nous nous rendons compte que la diaspora n'arrive pas à s'asseoir. C'est vrai que ces derniers temps, bon, ça commence à marcher un peu. C'est la même question que j'ai posée à tous mes invités. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la diaspora? Pourquoi toute la diaspora ensemble ne peut pas faire qu'un seul? Certainement parce qu'il y a des intérêts sous-jacents que nous ne connaissons pas. Je vous signale qu'à l'époque, en 1989, quand j'étais encore jeune, quand j'avais initié, j'avais un groupe de 10, fait la marche pour la conférence nationale. La diaspora était unie, parce qu'il n'y avait pas des enjeux. Mais aujourd'hui, la diaspora est là. Non, ce n'est pas pour changer le Congo, mais pour conserver le pouvoir dans la partie nord. C'est l'enjeu de la diaspora ici, qui se joue ici. Oui, on va changer Sassou, mais à condition que le pouvoir reste au nord. Voilà. Alors que moi, je fais la politique pour changer le Congo afin que les Congolais du nord et du sud aient les mêmes droits et les mêmes devoirs et participent de manière égale à la reconstruction en profondeur de notre pays. Si ce discours n'est pas entendu, c'est ça ce que j'ai posé comme base de fond. Puisque nos compatriotes du Nord ne nous entendent pas, il est mieux que nous nous séparions dans le respect. Et j'ai dit également que si le régime PCT, M. Sassou, va jusqu'à son terme, c'est-à-dire au référendum constitutionnel qui change la constitution du 20 janvier 2002, nous aurions effectivement 2 États de Congo qui seront effectifs par tous les moyens. À ce moment-là, il est à craindre que nous aurons une frontière fermée selon les limites naturelles que l'on connaît. Et nous nous réservons le droit d'avoir une deuxième frontière de sécurité.
Je vais revenir sur votre discours, c'était sur l'avenue Hoche, si je ne me trompe pas. Vous parlez souvent des 750 disparus. 750 000 disparus. C'est quoi ces 750 000, Monsieur le Président? Écoutez, ce ne sont pas, c'est quoi? Ce sont des Congolais qui sont portés disparus. Tant qu'on n'a pas trouvé les corps, on dit toujours des disparus. Comme on dit les disparus du beach. Ce sont les chiffres que l'on peut vérifier sur le rapport post-conflit signé en 1999 par M. Sassou, M. Pierre Oba, M. Mathias Nzon, M. Justin Lekunzu, la Banque africaine de développement et l'ONU. Quand on analyse les classes d'âge, il manque bien 750 000 personnes qui manquent à l'appel, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Comme il y a des chancelleries qui nous ont confirmé effectivement qu'il y a plus de 750 000 personnes. Ils ont les documents. Disparus du Congo. Disparus du Congo. C'est grave ce que vous dites, Monsieur le Président. Ce n'est pas grave. Pour en avoir le cœur net. Vous savez, c'est depuis 2009 que je demande à ce qu'on fasse un recensement général de la population. Vous vous rendez compte, on n'a jamais eu de recensement général de la population. Vous savez pourquoi? Parce que si on fait un recensement général de la population, les preuves seront là. Alors on dit recensement administratif. Voilà l'astuce qu'ils ont trouvée. Je les mets au défi qu'ils aient le courage de convoquer un recensement général de la population. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, avec la forfaiture de M. Sassou, en violant sa propre constitution, hein, avec la nomination d'un médiateur international qui doit reprendre tout à tout, nous aurons tous ces résultats-là. Mais revenons sur la forfaiture, monsieur. Vous vous rendez compte, M. Sassou nous a imposé, ou tout au moins sans le pôle, puisque le pôle était soumis à des bombardements, donc le pôle n'a pas voté la Constitution du 20 janvier 2002. D'ailleurs, le pôle peut se dégager de ce débat-là, même du référendum. M. Sassou nous impose une Constitution. Ça ne lui plaît plus, il prend un coup de crayon, un coup de stylo, il raye. Ça veut dire qu'à tout moment, tous les contrats qu'il a signés avec les grandes entreprises, avec les partenaires, si ça ne lui chante plus, il peut tracer un trait là-dessus. Moi, je serais ces partenaires-là, je commencerais à m'inquiéter de ce monsieur-là. Qui, un coup de tête, il biffe tout ce qu'il a signé. Voilà pourquoi nous disons que la solution aujourd'hui, pour la stabilité de l'Afrique centrale et du Congo, c'est forcément pour qu'on se respecte, qu'on arrive à deux États. Et ce sont ces deux États-là qui vont se mettre les critères de convergence de développement. Monsieur le Président, il nous reste 3 petites minutes. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Bonjour. Ah là, c'est toujours la même question, qui je suis. Mais je suis né au Congo. Je suis né à Goma Tsetse. Je suis congolais, de père et de mère congolais. Contrairement à ceux qui vont briguer la présidence qui ne sont pas issus des parents réellement congolais. Puisque la Constitution dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être né de père et de mère congolais. Non, je suis bien né au Congo. Je suis en France aujourd'hui pour partir dans quelques jours aux États-Unis parce que j'ai été pourchassé par M. Sassou qui m'a condamné à 30 ans de travaux forcés et qui a pris 14 cadres et membres de mon parti en otage parce que nous avons voulu l'unité
nationale et la réconciliation entre le Nord et le Sud du Congo. Autrement dit, ils ne veulent pas que cette unité-là soit. Pour le mot de la fin, pour vos amis politiques, ceux de Brazzaville qui vont se manifester le 19 et bien sûr s'il y a référendum le 25, un mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos amis politiques, à cette société civile, à tous ces jeunes qui ont décidé de rentrer dans la rue et surtout ceux qui iront voter le 25 parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, Monsieur le Président. Je redis ce que j'ai dit. Peuple congolais, ne laissez pas changer la Constitution. À mes amis politiques, je leur souhaite toujours beaucoup de courage. Mes pensées sont toujours tournées vers eux, comme mon affection sont tournées parmi les 14 otages, s'ils sont encore en vie. Merci. Bob Ebaka, Modeste Boukadia dans Bonjour l'Afrique. Encore une fois, Monsieur le Président, merci à vous. Merci pour tout. C'est à moi. Merci.